Bonjour. Pour la séance d'aujourd'hui, on va parler de la transmission transgénérationnelle de l'impact de l'environnement sur notre épigénome. Donc pendant les 4 premières séances, j'ai décrit de façon assez détaillée une série de mécanismes biologiques au niveau cellulaire, moléculaire. Et en fait, c'était nécessaire pour pouvoir aborder le sujet principal du cours, qui est celui qu'on va commencer aujourd'hui et terminer lundi prochain, parce qu'il faut comprendre les mécanismes pour aller un petit peu plus loin que ce qui se dit de façon un petit peu superficielle dans les médias. Et comme je vais vous le montrer, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin parce que les messages qui passent dans les médias sont souvent simplifiés, d'une part, parfois alarmants, et aussi parce que les connaissances ont évolué très récemment et qu'on ne parle plus de ces phénomènes-là de la même manière aujourd'hui qu'on en parlait il y a 5 ans. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Mais avant de m'attaquer à cette partie-là, comme ça fait déjà 3 semaines qu'on a une petite interruption, j'ai pensé que ce serait bien, enfin et surtout Christine m'a demandé, de récapituler les concepts qu'on a vus jusqu'ici, mais je vais aussi leur donner une perspective en faisant le lien entre eux. Parce que à la première séance, on a vu des mécanismes génétiques de l'hérédité. À la seconde séance, on a vu des mécanismes de régulation transcriptionnelle qui permettent d'une part à une cellule de s'adapter à des modifications de son environnement et d'autre part qui permettent à partir d'une seule cellule, le zygote, de former un individu complet au cours du développement de l'embryon. Et à la quatrième séance, ce que j'ai montré, c'est des mécanismes qu'on qualifie généralement de épigénétiques, qu'on peut étudier à l'échelle du génome entier, et on les qualifie alors de épigénomiques. Et j'ai montré qu'il y avait 2 grands types de mécanismes qui étaient impliqués. Alors comme à chacune de ces séances, je vous ai montré des choses différentes, avec chaque fois des molécules qui interagissent, qui interviennent d'une part pour porter une partie de l'hérédité et d'autre part pour porter une partie de l'adaptation de l'organisme à son environnement. Je pense que ça vaut la peine maintenant de faire le lien entre toutes ces choses-là. Et je commence par vous rappeler la question de départ de l'épigénétique, donc le mot qui a été présenté par Waddington et son idée qui est schématisée avec ce paysage épigénétique. Son idée, c'est qu'une cellule, la cellule, le zygote qui va former l'organisme contient l'ensemble du génome et puis cette cellule se divise, elle forme un groupe de cellules et puis l'embryon se développe et différents tissus se forment et tous ces tissus ont des formes différentes, ont des fonctions différentes, ont des physiologies différentes mais néanmoins ils ont tous le même génome. Ils ont tous le même génotype et pourtant ils ont des caractéristiques extérieures différentes, donc des phénotypes différentes, et Waddington définit l'épigénotype comme ce qui fait qu'avec les mêmes génotypes, différentes cellules ont des phénotypes différents. Et il définit l'épigénétique comme la science qui étudie tout ça. Et ça prend pour lui un caractère particulièrement important pour comprendre le développement embryonnaire. Waddington, il le présente vraiment comme la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique du développement. Donc lui, il veut vraiment mettre ensemble la génétique et l'embryologie. Alors, je vous ai parlé pendant la 2e séance de la régulation transcriptionnelle, ou pendant la 3e séance, je vous ai parlé de la régulation transcriptionnelle. Et ici, je me suis permis d'illustrer un petit peu ces différents mécanismes en les replaçant sur ce paysage épigénétique de Waddington. Donc, son idée avec ce schéma qui est une métaphore, c'est que la bille qui est là au-dessus, c'est une cellule qui a priori pourrait donner différents types de cellules. Et qu'en fait, elle va descendre le long de ces vallées, elle va s'engager soit à droite, soit à gauche, et puis une fois qu'elle se sera engagée d'un des 2 côtés, elle va encore faire un choix. Et à la fin, elle va se retrouver dans une des vallées. Et là, une fois qu'elle sera dans cette vallée, elle ne pourra plus en sortir. Elle sera canalisée vers une des différentes voie de différenciation et elle va donner un type tissulaire particulier. Alors comment se fait justement cette orientation des cellules vers différents types de développement? Eh bien, un des types d'acteurs dont j'ai parlé, c'était les facteurs transcriptionnels, c'est-à-dire des protéines qui ont la capacité de se lier, qui ont la capacité de se lier à l'ADN à des endroits particuliers. C'est des protéines qui reconnaissent des séquences particulières, des motifs. Et donc elles vont aller dans différents endroits du génome et chacune de ces protéines, il y a plus de 1000 facteurs transcriptionnels chez l'humain, il y en a 300 chez la bactérie Escherichia coli, chacun de ces facteurs transcriptionnels va être impliqué dans une fonction particulière. Et je vous avais montré pendant le tout début du développement embryonnaire que des facteurs transcriptionnels interviennent dans la mise en place du plan de l'organisme. C'est-à-dire que certains facteurs transcriptionnels sont exprimés, ils sont
concentrés à l'avant de l'organisme, de l'embryon, ça c'est un embryon de drosophile. Certains facteurs transcriptionnels sont concentrés à l'avant, d'autres à l'arrière, et puis ces facteurs transcriptionnels eux-mêmes vont activer l'expression ou réprimer l'expression d'autres facteurs transcriptionnels, qui vont s'exprimer à l'avant, à l'arrière, au milieu, dans des larges bandes. Et puis ces facteurs qu'on appelle les gaps vont eux-mêmes activer d'autres facteurs transcriptionnels qui vont s'exprimer dans des segments, et ainsi, petit à petit, l'embryon va être segmenté, et donc c'est des facteurs transcriptionnels qui vont établir une première segmentation de l'embryon, qu'on appelle la polarité antero-postérieure et la segmentation, et puis d'autres facteurs transcriptionnels vont établir aussi une polarité entre la partie dorsale, ce qui va devenir la partie dorsale et la partie ventrale de l'embryon, et puis d'autres facteurs ainsi vont progressivement marquer des jalons dans l'embryon, qui vont ensuite servir de jalons pour d'autres fonctions. Et un peu plus tard dans l'embryon, donc c'est ça que je représente ici, dans la figure précédente, c'est ça que je représente ici, avec ces petites billes. Au moment, donc la petite bille grise qui est juste à l'endroit où il y a une bifurcation, en fait, cette cellule-là, elle va faire un choix, entre guillemets, les biologistes parlent de choix, alors qu'il n'y a pas un choix conscient de la cellule, mais c'est une simplification, une métaphore. Mais en tout cas, cette cellule-là, au moment où elle est à un certain stade du développement, elle n'est pas encore engagée dans l'une ou l'autre des voies de différenciation, mais si un facteur transcriptionnel s'exprime, par exemple le facteur antérieur, eh bien, elle va s'engager dans la voie de différenciation antérieure et elle va participer à la formation de la tête. Si ce facteur ne s'exprime pas, alors elle ne formera pas une partie de la tête. Donc un facteur transcriptionnel va vraiment déterminer l'engagement d'une cellule dans une voie de développement, et puis ensuite, elle va continuer dans cette voie-là jusqu'à arriver à un autre choix. Et à cet endroit-ci, par exemple, il y aura parmi toutes les cellules qui vont participer à un segment, mais il y en a certaines qui vont faire du muscle, de l'épiderme, du tissu nerveux, ou certaines autres vont participer à la formation du sang, etc. Et donc on se retrouvera à la fin de tout ce processus avec des tas de types cellulaires, quelques centaines de types cellulaires différents, qui sont chacun caractérisés par un phénotype différent, une morphologie différente, des enzymes différents, l'expression d'enzymes différents, des fonctions différentes. Alors ici, on voit aussi, chez la drosophile, que certains des facteurs transcriptionnels sont impliqués dans des choix, entre guillemets, qui déterminent vraiment la formation de tout un organe. Et donc je vous avais montré un exemple des gènes bithorax et ultrabithorax. Ces gènes-là, l'endroit où ils s'expriment, forment un troisième segment thoracique, c'est-à-dire que chez la mouche, dans le troisième segment, à la place des ailes, on a des petites haltères, et puis le segment est assez réduit. Mais chez le mutant, à la place du troisième segment, on a une copie du deuxième segment, et donc on a une mouche à 4 ailes, alors que normalement les mouches ont 2 ailes. Le gène anténapédia, très impressionnant aussi, c'est une seule mutation d'un seul gène qui fait qu'à la place des antennes se développent les pattes. Et en fait, ça veut dire que la fonction normale de ce gène-là, c'est de former des antennes. On a le gène ALS, et donc chez les mutants qui ont perdu la fonction ALS, il n'y a pas d'yeux qui se forment, comme le nom l'indique. Et en fait, c'est que la fonction de ce gène-là, c'est que dans les cellules où il s'exprime, il y a un signal qui est donné aux cellules pour commencer à développer un œil. Donc ici, on a des facteurs transcriptionnels qu'on a qualifiés parfois d'interrupteurs génétiques, le genetic switch, en anglais, genetic switch, et qui vont engager les cellules dans des choix binaires de faire quelque chose ou de faire autre chose. Alors une des questions, c'est ce qu'on a appelé la mémoire cellulaire. Et donc pendant la dernière séance, je vous ai parlé d'autres mécanismes qui reposaient sur notamment la méthylation de l'ADN. Et je vous avais dit qu'il y a certaines régions de l'ADN, notamment tous les endroits où il y a des nucléotides C suivis d'un nucléotide G, donc on appelle des CPG pour dire une cytosine, un phosphate, une guanine, donc une cytosine suivie d'un phosphate suivie d'une guanine. Et donc ces 10 nucléotides CPG, il y a des enzymes spécialisées qui s'appellent des ADN méthyltransférases qui reconnaissent cette séquence-là, cette succession-là entre une cytosine suivie d'une guanine. Et à cet endroit-là, elles vont méthyler la cytosine. Et elles le font sur les deux brins, parce que si on a une cytosine suivie d'une guanine sur un brin, sur l'autre brin, on aura une cytosine suivie d'une guanine, puisqu'on lie un brin dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Et donc, elle fait vraiment cette méthylation sur les deux côtés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les méthylases de novo. Et il y a 2 gènes chez l'humain qui effectuent cette fonction-là, c'est DNMT3 et DNMT3, DNMT3A et DNMT3B. Mais il y a un problème évidemment, c'est qu'une fois que cette méthylation est mise en place, à chaque division cellulaire,
on synthétise un nouveau brin d'ADN sur base du modèle du précédent, donc on voit ça ici, il y a une division cellulaire, et donc il y a une fourche de réplication, c'est-à-dire que les deux parties de l'ADN, les deux brins se séparent, et à l'endroit de cette fourche de réplication, il y a des enzymes, la polymérase de l'ADN, qui vont synthétiser un nouveau brin sur le modèle de chacun des deux brins. Mais ce nouveau brin, il est synthétisé avec des cytosines qui ne sont pas spécialement méthylées, puisque dans le génome, il y a des tas de cytosines, leur fonction d'habitude n'est pas d'être méthylée. Et donc suite à ça, il y a une autre enzyme spécialisée qui va reconnaître les endroits où il y a une méthylation seulement d'un des deux brins et méthyler l'autre partie. Et donc, en observant ça, quand les chercheurs Briggs et Holliday qui ont découvert ces mécanismes-là pendant les années 80, ils ont dit ça permet d'expliquer la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que, effectivement, si les facteurs transcriptionnels sont responsables d'engager une cellule dans l'une ou l'autre des directions du développement, ce qui ne s'explique pas uniquement avec des facteurs transcriptionnels, c'est pourquoi tout au long de la vie de l'organisme, un tissu conserve ses propriétés. Parce que dans certains cas, le facteur transcriptionnel s'exprime de façon transitoire. Il est exprimé à un stade du développement et puis il arrête de s'exprimer. Et pourtant, cette cellule va continuer à se développer, à former un muscle, un neurone, une rétine, etc. Et donc, comment expliquer cette mémoire cellulaire? Donc, c'est les termes que les biologistes utilisent, hein, mémoire, en même terme que choix, etc. Donc, ce sont des métaphores, on est bien d'accord. Et donc cette mémoire cellulaire, eh bien, Holliday et Briggs ont proposé que la méthylation de l'ADN participe à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette méthylation, elle a aussi une autre particularité, c'est que les régions méthylées sont inactives. Inactives au sens transcriptionnel, c'est-à-dire c'est des régions d'ADN, de la chromatine, qui ne produisent pas d'ARN. Donc s'il y a des gènes dans ces régions, ils vont être inactivés. Et ces régions-là, inactivées par cette méthylation, on en trouve notamment aux extrémités des chromosomes, qu'on appelle les télomères, au centre des chromosomes, qu'on appelle les centromères, et puis dans un tas d'autres régions du génome qui sont en permanence méthylées et donc inactivées. Et ces régions-là, je vous rappelle qu'on a constaté qu'il y avait une forte coïncidence entre les régions méthylées et notamment des éléments transposables qu'on retrouve un peu partout dans le génome et qui résultent de l'infection ancestrale des génomes des mammifères par un rétrotransposon. Et donc un rétrotransposon, c'est un virus à ARN qui a la capacité de synthétiser de l'ADN et puis de s'insérer dans le génome et puis de passer d'un endroit à l'autre du génome. Et le génome humain est couvert à 45% d'éléments répétitifs et notamment il y a un rétrotransposon qui couvre à lui tout seul plus de 10% de notre génome et c'est le rétrotransposon ALU. Chez la souris, il y a un autre rétrotransposon dont je vais vous parler un peu plus tard, qui couvre aussi une bonne partie du génome. Et donc, c'est des gènes sauteurs, c'est des gènes qui vont vraiment passer d'un endroit à l'autre du génome. Et évidemment, on comprend bien pourquoi un virus a cette propriété-là, de pouvoir sauter d'un endroit à l'autre du génome, se répliquer, se multiplier, puisque évidemment, c'est la fonction des virus, c'est pour ça qu'ils nous enquiquinent tant. Mais du point de vue de l'hôte, évidemment, c'est plutôt un inconvénient. Et on pense que la méthylation de l'ADN a en partie été sélectionnée parce qu'elle permet de juguler la circulation des rétrotransposons. Mais ceci dit, on se retrouve là avec à peu près 45% du génome qui vont être sous forme de hétérochromatine, c'est-à-dire cette forme très compacte de l'ADN. Ça n'explique pas non plus comment les cellules peuvent répondre de façon assez rapide à des modifications de leur environnement. Parce qu'ici, on a quelque chose qui est assez figé quand même. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur base de cette observation, qu'on puisse avoir une transmission à travers les lignées cellulaires, donc à chaque mitose, une transmission des régions chromosomiques qui vont être soit inactives, soit actives, Holliday et Briggs ont proposé une redéfinition du concept d'épigénétique. Et ils ont proposé ça au milieu des années 90. Et en fait, initialement, Holliday a surtout proposé que cette propriété de l'ADN puisse servir essentiellement de méthode pour tester dans des cultures cellulaires les mécanismes du développement. Donc ça, je vous cite ici un papier, on va pas le lire en détail. Mais donc initialement, en 90, il a proposé d'utiliser les cultures cellulaires pour voir si pour pouvoir de façon assez pratique suivre l'état d'activation ou d'inactivation et l'état de méthylation ou de déméthylation d'une région à travers des divisions cellulaires et puis de voir l'effet de traitements, différents traitements sur cette méthylation ou déméthylation. Mais ultérieurement, en fait, il y a eu une sorte d'adoption
de ce test-là, qui était vraiment un test assez empirique, comme nouvelle définition de l'épigénétique. Et cette définition-là, c'est aujourd'hui la définition à laquelle la plupart des biologistes se réfèrent. Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai. C'était comme ça, je dirais à partir de 2007 jusqu'à assez récemment. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revenir plus à la définition de Waddington. Mais pendant une dizaine d'années, souvent, les biologistes se référaient uniquement à une définition qui est la suivante, que l'épigénétique, c'est défini comme, enfin ça a été redéfini comme des caractères qui pouvaient présenter des formes alternatives phénotypiques, qui pouvaient se transmettre d'une génération à une autre, et quand on dit génération, ça va être tout l'objet de ce cours-ci, c'est soit une génération de cellules au cours des mitoses, donc une cellule se divise, elle donne 2 cellules, qui donne 4 cellules, qui donne 8 cellules au cours du développement d'un tissu, mais on a étendu cette définition à ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire à une transmission entre individus différents. Et je vais vous montrer que c'est un problème tout à fait différent. Mais donc, la définition inclut la transmission de caractères, soit d'une cellule à ses cellules filles, soit d'un individu à sa descendance, une transmission qui ne repose pas sur des modifications de la séquence de l'ADN. Et c'est ça qui la distingue de l'hérédité génétique. L'hérédité génétique, on le sait depuis le XXe siècle, depuis le milieu du XXe siècle, elle repose sur la séquence des nucléotides au sein de l'ADN. Je vous avais montré la structure de l'ADN, la double hélice, avec les 4 nucléotides possibles, A, C, T, G, et donc le modèle de Francis Crick et James Watson, qui permet de comprendre que cette double hélice est porteuse d'informations, et cette information, c'est la succession des lettres, ou la succession des nucléotides sur cette molécule. Et en fait, ici, on définit l'épigénétique comme une information qui passe par autre chose que des modifications de la séquence de l'ADN. Et donc, dans le cahier de charge de cette définition, il y a d'une part le fait de se transmettre soit d'une cellule à ses cellules filles, soit d'un individu à sa descendance, de ne pas être... ce sont des caractères donc, qui présentent des formes variables, mais où les différences ne résultent pas de modification de la séquence primaire de l'ADN, et en plus, ce sont des caractères qui ont la propriété d'être réversibles. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples où on est clairement dans ce cas-là. En tout cas, au titre des cellules, on va voir au niveau des organismes. Alors, il y a un deuxième type de modification épigénétique. Donc, le premier type de modification épigénétique dont je vous ai parlé, c'était cette méthylation directement de la molécule d'ADN. Et puis, il y a un deuxième type qui repose sur la chromatine. Et ici, ce petit schéma, pour vous le rappeler, vous voyez ici l'ADN avec la double hélice et les petits échelons représentent ces nucléotides qui peuvent prendre 4 formes alternatives, ATGC. Et en fait, cette double hélice que vous voyez ici en violet aussi, dans les cellules eucaryotes, elle forme un complexe avec des protéines. Et ces protéines, on les appelle des histones. Et donc ces histones se regroupent et elles forment un complexe de 8 histones, 8 protéines, que vous voyez sur ce schéma-ci avec des couleurs différentes. Et ce complexe de 8 protéines forme lui-même un complexe avec de l'ADN. Et l'ADN fait 2 tours, il s'embobine autour d'un paquet de 8 protéines. Il fait 2 tours et ça, on va appeler un nucléosome. Donc ce qu'on appelle nucléosome, c'est cette structure formée à la fois de protéines et d'ADN et qui est la matière des chromosomes en fait. C'est la matière des chromosomes, mais c'est une petite unité de compaction. Et puis entre deux, donc vous voyez ici un nucléosome, et puis entre 2 nucléosomes, vous voyez qu'il y a de l'ADN libre, et puis un nucléosome, de l'ADN libre, un nucléosome, etc. Et donc ces nucléosomes sont dispersés le long du chromosome, un petit peu comme un chapelet. Et puis cette structure-là elle-même, elle va à certains moments se compacter encore plus et former une hélice. Alors, une hélice formée de la double hélice qui elle-même fait des tours autour du nucléosome. Et puis, il y aura encore un 3e enroulement. Et ce super enroulement va former les chromosomes tels qu'on les voit sur les karyotypes, c'est-à-dire avec cette forme de X très compacte. Mais cette forme-là, très compacte, on ne la trouve qu'à un moment particulier de la division cellulaire. Normalement, sinon, les chromosomes ils sont plutôt sous cette forme-ci, c'est-à-dire un enroulement hélicoïdal de nucléosomes. Alors, en quoi est-ce que ceci permet d'avoir une régulation épigénétique? C'est par le biais de ce qu'on va appeler les queues d'histones, c'est-à-dire que vous voyez ici sur cette histone qu'il y a des morceaux de la protéine, de chacune des protéines en fait, qui sortent à l'extérieur de l'enroulement de l'ADN. Et en fait, ces queues d'histones, c'est simplement des successions d'acides aminés, mais certains de ces acides aminés
sont spécifiquement reconnus par des enzymes. Et donc ici, vous voyez une de ces enzymes, qui est une histone méthyltransférase. Et donc cette enzyme, qui est en gris ici, elle a la capacité de reconnaître une queue d'acide aminé, et à un endroit spécifique, la lysine de la 4e position, elle va apposer un groupe méthyle. Elle va vraiment catalyser une réaction qui fait qu'on va avoir un groupe méthyle, et donc on va avoir de la méthylation de cette lysine. Et donc ça veut dire que cette histone existe sous 2 formes, soit méthylée, soit non méthylée. Mais il n'existe pas seulement sous 2 formes, parce qu'il y a différentes enzymes de ce genre-là qui peuvent faire soit mettre un groupe méthyle, ou 2 groupes méthyle, ou 3 groupes méthyle, ou bien un acétyl, qui est un autre type de molécule. Et donc on se retrouve avec un tas de modifications chimiques possibles et des tas de combinaisons possibles entre elles, qui font qu'au début des années 2000, il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé de nommer ça le code des histones. Alors cette notion de code des histones est actuellement aussi revisitée, elle est remise un petit peu en cause, parce qu'on est très très loin d'avoir quelque chose qui nous permet de façon univoque d'associer une combinaison de modifications chimiques à un type spécifique de signal ou d'activité cellulaire. Donc, mais à l'époque, on parlait du code des histones quand on a découvert ça. Et donc là, il y a eu tout un débat parce qu'en fait, les gens qui travaillaient dans ce domaine-là pensaient que donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une association, et ça c'est tout à fait clair, entre la présence de certains types de ces modifications d'histones, notamment l'acétylation, et certains types d'activités du génome, et notamment la transcription. Donc on constatait qu'il y avait une corrélation entre les régions acétylées et les régions transcrites. Et on comprend bien biochimiquement pourquoi ça se passe, parce qu'en fait cette acétylation va un petit peu changer la conformation, va changer la forme des histones, et en changeant cette forme, ça va relâcher un peu la chromatine. Et donc elle sera plus accessible, et donc la machinerie protéique qui assure la transcription peut plus facilement s'engager sur cet ADN et parcourir l'ADN et produire l'ARN qui sert d'intermédiaire et qui ensuite permettra de faire des protéines. Et donc acétylation, ouverture de la chromatine, accessibilité pour la transcription, et donc région active du génome. Certains types de méthylation sont aussi associés au démarrage de la transcription, et puis d'autres types de méthylation à d'autres positions des queues d'histones vont être associés au contraire à ce qu'on appelle le silencing, c'est-à-dire la répression, enfin l'inactivation d'une région du génome. Donc les gens qui travaillaient là-dessus se sont dit, finalement, le code des histones, c'est lui qui est instrumental pour décider, ou pour déterminer plutôt, quelles sont les régions du génome qui vont être actives ou pas dans un tissu ou dans un autre tissu. Puisqu'on a montré que, effectivement, les régions qui étaient acétylées ou méthylées variaient d'un tissu à l'autre et que ça correspondait à des gènes dont on sait qu'ils sont exprimés dans tel tissu ou dans tel autre tissu. Et donc on s'est dit, en fait, ces histones, c'est elles qui sont les instruments de la spécificité tissulaire de l'expression. Alors évidemment, là, on a un petit problème parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les facteurs transcriptionnels et qui vous disent les facteurs transcriptionnels sont responsables de la spécificité de l'expression, et puis d'autres qui travaillent sur les histones et qui disent c'est les histones. Alors est-ce que les histones régulent les facteurs transcriptionnels ou les facteurs transcriptionnels régulent les histones? Donc ça a fait l'objet de quelques chamailleries parce que en plus c'est des communautés différentes qui travaillent sur les facteurs transcriptionnels et sur les histones, sur l'épigénétique. Mais la réponse c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des régions, là où il y a des régions qui sont méthylées, de fait, ces régions-là sont inaccessibles aux facteurs transcriptionnels parce que la chromatine est un peu plus compacte. Et donc les facteurs transcriptionnels ne peuvent pas y accéder. Mais par ailleurs, ce qui suscite le dépôt de ces histones et la méthylation de ces histones, ce sont des facteurs transcriptionnels. Et donc on est vraiment dans le contexte de la poule et l'œuf, hein, je pense que c'est ce que tu allais dire, et littéralement on est dans la poule et l'œuf puisqu'on est en plein dans les problèmes de biologie du développement. Et maintenant on va regarder ce qui se passe au tout début de l'œuf et voir comment on arrive non pas à une poule mais à une souris. Alors est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Parce que donc là c'est le vocabulaire qu'on va utiliser pour le reste du cours. Donc je voulais un petit peu recadrer tout ça et aussi le mettre en perspective avec ce paysage épigénétique. Donc le dessin que j'ai fait là en fait, celui-ci c'est une vision où on... Ah oui, vas-y Franck. Pourquoi la méthylation, l'acétylation peut jouer un tel rôle? Un rôle aussi déterminant. Alors, c'est quand même juste... Oui, alors pour l'acétylation, on comprend assez bien que l'acétylation elle relâche un peu la conformation, donc ça rend accessible. La méthylation, ça dépend de la position sur la lysine où elle va avoir lieu, c'est-à-dire que des méthylations sur la position 4, c'est écrit ici le code, donc sur la 4e position,
des méthylations vont être associées à des endroits où on démarre la transcription, donc à de l'activation. Par contre, je pense que c'est la lysine 27, voilà, 27, une triméthylation de la lysine 27. C'est quelque chose qu'on va trouver dans l'hétérochromатine. Et donc dans l'hétérochromatine, c'est cette chromatine qui est très compacte. Et ce qu'on pense, c'est que cette méthylation favorise des interactions entre des histones et d'autres histones qui font que ces histones vont se compacter. Donc c'est pour des mécanismes comme ça. C'est vraiment des mécanismes biochimiques et selon l'endroit où il y a une modification chimique, une petite modification chimique, effectivement, parce que ces protéines, c'est des choses énormes. Hein, c'est impressionnant. C'est un petit grain de sable, ouais. Mais selon l'endroit où il est, soit il va faciliter le passage des rouages ou au contraire l'empêcher. Ouais. Alors, c'est quand même remis en cause parce que tout ce que je vous dis maintenant, attention, tout ce que je vous dis maintenant fait l'objet de débats. C'est vraiment la biologie d'aujourd'hui sur lesquelles chaque jour il y a de nouvelles découvertes et notamment sur l'acétylation. Certes, on comprend bien que l'acétylation ouvre les séquences, etc. Mais néanmoins, en fait, ces marques d'acétylation, maintenant, on le voit comme quelque chose de dynamique, où les gènes qui sont actifs transcriptionnellement, eh bien, il y a en alternance des histones déacétylases qui vont les désacétyler et des acétylases qui vont les acétyler, des acétylases des histones qui les acétylent. Et donc, de plus en plus, on a l'impression que ces modifications d'histones ne sont pas vraiment les déterminants, que c'est plutôt des espèces de conséquences de l'activité transcriptionnelle qui elle-même résulte des facteurs transcriptionnels. Mais par ailleurs, on sait aussi que certaines régions sont un peu compactées et que les facteurs n'y ont pas accès, sauf certains facteurs qui, eux, arrivent à déloger les histones où qu'ils aillent, et ça on les appelle des facteurs pionniers. Donc tout ça pour vous dire que chaque fois que je vais vous dire une chose, je vais vous dire néanmoins et vous donner un contre-exemple. En biologie, c'est toujours comme ça. Tu avais une question ? Il y a beaucoup de vocabulaire sur la page 6. Est-ce que tu peux revenir sur la page 6 Oui. En arrière, sur les notions de stratégie et de programme. Ah, voilà. Oui. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Là. Mais la stratégie par laquelle les gènes déploient le programme demeure obscure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Comment on peut associer une question obscure à quelque chose de très précis qui est un programme de développement qui est quelque chose de précis ? C'est a posteriori qu'on identifie le programme de développement et la stratégie, on ne la connaîtra jamais ou c'est la notion de stratégie qui me gêne. Je ne vois pas ce que ça veut dire et pourquoi c'est nécessaire de la connaître. Alors, tout d'abord, hein, tu as mis le doigt là sur un des problèmes vraiment typiques de la façon dont s'expriment les biologistes et que Annick notamment n'arrête pas de soulever chaque fois que je lui demande des extraits de texte. Donc ici, c'est un extrait de texte d'un papier d'un papier fondateur de Holliday où il définit, alors lui ce qu'il définit c'est surtout sa stratégie en tant que biologiste pour essayer de caractériser les mécanismes du développement. Et il dit utilisons les cellules, les cultures cellulaires, et il le dit lui-même, donc ce qu'il dit, hein, son papier est vraiment très intéressant, il est très bien. Cette phrase-là est choquante, hein, on va revenir dessus après. Mais lui ce qu'il dit dans le papier c'est utilisons les cultures cellulaires pour comprendre, pour répondre à la question de Waddington. Et il se réfère explicitement dans ce papier-là à Waddington. C'est pour ça que j'aime bien le citer, parce que les gens qui travaillent dans ce domaine de la méthylation, ils ont oublié Waddington. Or, lui, Holliday, à qui on attribue la nouvelle définition de l'épigénétique, il était en plein dans la définition classique de l'épigénétique. Et il disait, mais comme c'est difficile de travailler sur des organismes en développement, on peut par contre étudier la façon dont la régulation opère dans des cultures cellulaires, mais il dit lui-même, en sachant que il y a une grosse différence entre des cellules en culture et des cellules au sein d'un organisme en train de se développer. Il le dit lui-même, et donc il propose ça avec toutes les réticences qu'il faut. Mais effectivement, donc, quand on parle du programme de développement, déjà le programme de développement, c'est déjà une métaphore en soi, c'est-à-dire ça donne l'idée qu'il y a un déterminisme du développement, et donc certaines personnes ont contesté ça, ont critiqué ça. Moi je pense qu'on peut assez bien l'assurer. Donc il y a notamment un livre qui a été écrit en français, publié en France par deux chercheurs, Sonigo et Kupiec, qui est Ni Dieu ni gène. Et dans ce livre-là, eh bien, ces chercheurs partent d'une critique qui au départ se fonde sur quelque chose, d'une critique d'une vision trop déterministe que certains biologistes ont en biologie, y compris le déterminisme du comportement, etc. Donc j'avais fait un cours il y a 3 ans là-dessus. Je pense qu'on peut critiquer le déterminisme, enfin une certaine vision trop déterministe de la biologie, mais au passage, en fait, ils refusent tout déterminisme et ils disent que les gènes n'ont pas d'action déterminante, ni même dans le développement de l'organisme. Or, ici, quand on fait des mutants, on voit bien que si on a un mutant bicoïde, on aura toujours une mouche à laquelle il manque
la partie antérieure. Et si on a un mutant en un os, on aura une mouche à laquelle il manque la partie postérieure. Dans certains cas, on n'a pas ce qu'on appelle une pénétrance complète. On a certains phénotypes qui vont être variables. Je vais vous en montrer un avec les souris agouties. Mais néanmoins, on comprend quand même les mécanismes qui font qu'il y a cette variabilité. Et donc, moi, je pense qu'il est tout à fait légitime de parler de programme de développement, sachant que c'est une métaphore, dans le sens où on a des milliers d'expériences qui montrent que les gènes déterminent le développement embryonnaire et que des mutations dans les gènes, de façon vraiment reproductible, perturbent le développement embryonnaire. Donc ça, c'est légitime pour moi. Par contre, le fait de parler de stratégie pour un gène, ça c'est vraiment tout à fait lui donner une intention quoi, au gène. C'est une sorte d'animisme du gène, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que la phrase en devient incompréhensible, quoi. La génétique si classique a révélé les mécanismes de transmission des gènes de régénération en génération. Oui, ça on comprend. Hein. C'est l'ADN justement, et puis la double hélice. Et puis, mais la stratégie par laquelle les gènes déploient le programme de développement demeure obscure. En fait, ce qu'il veut dire, en clair, c'est mais les processus par lesquels ces gènes régulent le développement demeurent obscurs. En fait, il aurait suffi qu'ils disent ça, le processus. Parce que stratégie... Mais c'est une très bonne remarque, hein, Maurice, effectivement. Là, on est dans une métaphore qui, au lieu d'éclairer sa pensée, la rend plutôt obscure, la rend confuse. Alors, je vais maintenant vous parler de ce qu'on appelle la reprogrammation, puisqu'on a parlé du programme, on va parler de la reprogrammation cellulaire. Et donc ça, c'est vraiment le terme aussi qui est utilisé largement, hein. Reprogrammation cellulaire et reprogrammation épigénétique, ou épigénomique, je vais vous parler selon l'échelle à laquelle on regarde. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement important quand on se pose. Donc maintenant, on va aborder le sujet du cours d'aujourd'hui. On a fini avec le résumé de ce qu'on avait vu les fois passées. Et la question, c'est est-ce que des modifications de l'épigénome ou des marques épigénétiques, l'acétylation de l'ADN, les histones, etc., peuvent se transmettre de génération en génération. Alors je vais poser la question aujourd'hui uniquement chez les mammifères. Il existe des découvertes récentes très intéressantes chez le ver Caenorhabditis elegans, qui est un petit ver nématode, et chez la drosophile, je peux pas tout, et chez la plante aussi. Et donc les réponses à cette question vont peut-être varier selon qu'on s'intéresse à des plantes. Certainement, si on s'intéresse à des bactéries ou à des levures, qui sont des organismes unicellulaires, et peut-être même parmi les animaux, si on s'intéresse aux nématodes, qui est un organisme très très éloigné de l'humain, à la drosophile ou à des mammifères. Et même parmi les mammifères, il y a certains mécanismes qu'on retrouve chez les placentaires et qu'on ne retrouve pas chez les marsupiaux. Donc pour le moment, pour aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur les mammifères, et en fait sur deux mammifères, l'un qui est l'humain et l'autre qui est la souris, parce que la souris est utilisée pour faire des expériences qu'on ne fait pas fort heureusement sur l'humain. On les fait sur la souris, ce qui n'est pas toujours pour le plus grand bonheur de ces souris non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la reprogrammation cellulaire? Donc il y a quand même un concept très important là-dedans qui a été établi à la fin du 19e siècle par August Weismann. Et donc August Weismann, c'est un chercheur allemand qui s'intéressait au développement embryonnaire, qui est un embryologiste, et en fait il a constaté, et il a très bien décrit ça, que très très tôt au cours de l'embryogenèse, au moment où les cellules se divisent, et dans le blastocèle, donc au moment où on a ce petit paquet de cellules qui commence à former, au sein duquel commence à se former une cavité, donc on a une sorte de petit ballon de cellules, très très tôt, il y a un groupe de cellules qui sont mises à part et qui vont pas contribuer à la formation du corps de l'organisme, mais qui vont servir uniquement à une chose, c'est à faire ce qu'on appelle la lignée germinale. Et la lignée germinale, c'est des cellules qui donnent naissance uniquement à des gamètes. Donc elles se multiplient, et puis à un moment elles se différencient en gamètes. Et donc chez les mâles, la lignée germinale, ce sont les spermatogonies, donc c'est des cellules qui se multiplient, et puis à un moment, une de ces cellules arrête de se multiplier, elle s'engage dans une voie de différenciation, elle fait 2 divisions cellulaires et elle donne 4 spermatozoïdes. Et de la même manière, chez les femelles, chez les animaux femelles, on a des zoogonies qui se multiplient, et puis à un moment elles arrêtent de se multiplier et elles donnent des oocytes qui font 2 divisions asymétriques. Et il y en a une des 4 qui va donner un ovule et les 3 autres vont donner des corps polaires. Elles vont pas servir directement à donner naissance à un embryon.
Donc ça, c'est la gamétogénèse, ovogénèse chez les femelles, spermatogénèse chez les mâles. Et en fait, c'est ces lignées-là qui participent à la gamétogénèse très très tôt dans l'embryon, avant même que les tissus ne commencent à se former. Ces cellules-là, elles sont mises de côté. Et elles ne servent plus qu'à ça. Et donc Weissman, en observant ça, il souligne que cette séparation très très précoce fait que, somme toute, il y a la vraie voie de la transmission héréditaire. À l'époque, on ne connaissait pas les gènes, on ne connaissait pas le rôle de l'ADN, etc. C'était en 1890 à 1900, ces travaux. Et donc, il dit, il y a en fait, c'est par cette lignée germinale que l'ensemble de l'hérédité passe. Et elle est préservée, elle est séparée du reste des tissus qui forment le corps. Et donc, il sépare la lignée germinale et la lignée somatique. Et ça l'amène aussi à critiquer les théories de Lamarck, parce que la théorie de Lamarck était que les caractères qui sont acquis pendant le développement de l'organisme et pendant la vie de l'organisme, ces caractères qui sont acquis du fait des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ces caractères peuvent être transmis aux générations suivantes et que c'est ça qui forme le mécanisme de l'évolution. Or, Weissman dit, en fait, puisque les cellules somatiques sont mises de côté, elles ne contribuent pas à l'ensemble des tissus qui, eux, vont justement être soumis aux conditions extérieures et qui vont s'adapter, parce qu'effectivement, Weissman était tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une adaptation des organes à leur utilisation, une adaptation des organes à leur usage, qui était le principe de Lamarck. Donc, le développement des organes par l'usage, on peut le constater assez facilement, il suffit de faire un peu de musculation pour le constater, mais Weissman dit, le développement des organes, il sert à l'individu qui les développe, mais il ne peut pas les transmettre à sa descendance, puisque ce qui se développe ne peut pas passer dans les cellules germinales. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la barrière de Weissman. Cette barrière, c'est une barrière conceptuelle entre les cellules germinales et les cellules somatiques. Et c'est un argument quand même assez important. Alors Weissman, après, a émis d'autres théories sur le fait qu'une des raisons pour lesquelles les cellules somatiques ne pouvaient pas servir à la production de nouvelles générations, c'est qu'elles perdaient progressivement leur capacité. C'est une hypothèse assez raisonnable en fait de se dire que chaque fois que des cellules se différenciaient pour former un certain tissu, c'est parce qu'elles perdaient une partie de leur capacité à former d'autres tissus. Et ça, il y a d'autres expériences qui ont été menées par Driesch au début du XXe siècle qui ont montré que c'était faux, qu'en fait les cellules au fil des divisions de l'embryon jusqu'au stade morula, c'est-à-dire quand on a une petite boule avec une trentaine de cellules, chacune de ces cellules, si on les sépare, peut elle-même donner un embryon complet. Donc ce que ça veut dire, c'est que ces cellules ont conservé ce qu'on appelle la totipotence. C'est des cellules totipotentes au sens où elles sont capables de former un embryon complet. Puisqu'elles peuvent former un embryon complet, ça veut dire qu'elles ont la potentialité de former chacun des organes. On les appelle donc totipotents. Chacun des organes, mais la germinale aussi. Alors, la cellule totipotente par excellence, c'est le zygote. Au moment où l'ovule est fécondé, à ce moment-là, on a une cellule unique qui est totipotente. Une cellule germinale, elle n'est pas vraiment totipotente en soi parce qu'elle n'a qu'un demi-génome. Elle est haploïde. Et donc, une cellule germinale, un spermatozoïde n'est pas totipotent. On ne peut pas faire un embryon à partir d'un spermatozoïde tout seul. Par contre, dès le moment où ce spermatozoïde rencontre un ovule consentant, eh bien, on a la formation du zygote et cette cellule-là, c'est la cellule totipotente. Alors, justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut pousser ça un petit peu plus loin. Et si, au lieu de prendre un stade morula, on essaye de voir dans des cellules plus avancées, au blastocèle, au moment où il y a cette cavité qui se forme à l'intérieur de l'embryon, on constate que les cellules de la masse cellulaire du blastocèle, celles qui sont à l'intérieur, c'est elles qui vont former l'embryon. Les cellules extérieures, elles vont former l'enveloppe extra-embryonnaire. Elles appartiennent à l'embryon initialement, mais c'est elles qui vont faire l'interface entre l'embryon et la mère en fait. Mais les cellules de la masse interne, on ne peut plus faire un embryon complet avec ces cellules-là. Par contre, ce qu'on a la capacité de faire, c'est en les injectant dans d'autres embryons. Et on constate que si on prélève dans la masse cellulaire une cellule et qu'on l'injecte dans un autre embryon, eh bien, selon les cas, cette cellule-là va pouvoir former un morceau de pâte, un muscle, du tissu nerveux, du tissu reproductif aussi, y compris, si on l'injecte assez tôt, une lignée germinale. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ces cellules-là, elles sont pluripotentes, et donc on définit la pluripotence au sens de la capacité d'une cellule à donner tous les types cellulaires.
Mais néanmoins, elles ne sont pas totipotentes parce qu'une cellule comme ça, on ne peut pas en faire un embryon à elle toute seule en un coup parce qu'elle ne peut plus régénérer le tissu extra-embryonnaire. Donc il y a déjà eu une séparation très précoce dans le blastocèle entre les cellules qui vont donner de la masse interne qui vont donner de l'embryon et les cellules de la masse externe sont déjà les seules qui pourront former cette enveloppe extra-embryonnaire. Et donc on appelle ces cellules-là des cellules souches embryonnaires. Cellules souches embryonnaires, c'est donc des cellules qui sont prélevées sur un embryon au stade blastocèle et qui ont la capacité de donner tous les tissus embryonnaires, mais qui ne peuvent pas donner un nouvel individu à eux toutes seules. Par contre, en 2 générations, ils peuvent le faire. Parce que si vous prenez une cellule souche et que vous l'injectez dans un embryon en croissance, parmi les injections que vous faites, certaines vont aléatoirement donner du muscle, du tissu nerveux, etc. Et certaines vont donner des gonades. À ce stade-ci, ce que ça veut dire en tout cas, c'est que les cellules embryonnaires, les cellules souches embryonnaires sont pluripotentes, elles peuvent donner tous les types cellulaires, y compris la lignée germinale. On n'est pas encore au stade où la lignée germinale est tout à fait séparée, ces cellules ont encore la capacité de donner des cellules germinales. Ces cellules souches embryonnaires, comme elles sont très indifférenciées et puis qu'elles peuvent donner tous les types de tissus, ça ouvre évidemment des perspectives thérapeutiques. C'est-à-dire que si on arrive à contrôler ces cellules et par différents traitements à les amener en culture cellulaire, à se différencier en muscles ou en neurones ou en épiderme, on peut les utiliser pour faire des greffes. Et donc c'est des perspectives très intéressantes pour faire de la thérapie cellulaire, pour faire des thérapies par tissulaire en fait, donc on développe des cultures. Les cellules souches embryonnaires ont une capacité aussi, j'ai oublié de vous le dire, de proliférer. Ces cellules-là, si on les prélève, on les met sur des boîtes de culture et elles peuvent se multiplier ad libitum en fait, pendant des générations, des dizaines, des centaines de générations, et on a des souches de cellules, on a des cellules souches embryonnaires qu'on utilise dans des laboratoires pour faire de la recherche. Alors donc ça ouvre des perspectives très intéressantes du point de vue thérapeutique, mais ça pose aussi des problèmes éthiques. Et notamment, ça pose des problèmes éthiques. Il y a une très forte résistance à l'utilisation de cellules souches embryonnaires pour la recherche, notamment de la part de milieux chrétiens en France et ailleurs, parce que, puisqu'elles sont prélevées sur un embryon, en fait, ils considèrent que dès le moment de la conception, dès le moment de la fécondation, il y a déjà une âme. Par contre, pour les biologistes, on ne considère pas que une cellule de zygote ou un blastocyste est déjà une âme. En fait, il n'y a pas encore de système nerveux, et donc pour les avortements aussi, du point de vue légal, c'est à partir de la 14e semaine, enfin c'est jusqu'à la 14e semaine, on peut avorter. En fait, dans les années 60, la question a été de savoir effectivement jusqu'à quel stade est-ce qu'on peut prélever des cellules et les remettre en culture et conserver cette capacité de pluripotence. Et donc il y a eu des tas de recherches pour essayer de régénérer des embryons et même voir la totipotence, c'est-à-dire de faire ce qu'on a appelé de la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire de prendre des cellules somatiques ou bien de prendre des cellules à des stades un peu plus tardifs. C'est des recherches qui ont été progressives. Donc il y a par exemple John Gurdon qui a travaillé sur le xénope. Donc le xénope, c'est un organisme qui se prête assez bien à faire de l'expérimentation parce que ça se développe dans un œuf qui est visible, donc on voit l'organisme se développer au microscope. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prélevait des cellules à différents stades du développement et il voyait si, en prélevant le noyau d'une cellule somatique du xénope et en l'injectant dans une cellule, dans un œuf de xénope, donc il prenait un zygote de xénope, il enlevait les chromosomes de ce zygote-là et puis il injectait à la place les chromosomes d'une cellule somatique. Et puis il regarde si ça se développe ou pas. Et alors si on prend des cellules à un stade assez précoce, ça va, et puis c'était de plus en plus difficile, plus les cellules étaient dans un stade avancé, plus c'était difficile. Et puis en 1962, il a réussi à mettre au point toutes les techniques pour arriver effectivement à générer un embryon complet, un individu complet, à partir des chromosomes, à partir du noyau d'une cellule somatique, d'une cellule parfaitement différenciée. C'était une cellule d'intestin. Donc il prélève le noyau d'une cellule d'intestin de xénope, il l'injecte dans un zygote énucléé, donc il a enlevé le noyau d'un zygote de xénope, et il voit qu'il arrive à reconstituer un xénope complet. Donc ça, c'est une expérience effectivement extrêmement spectaculaire. Et suite à ça, il y a des recherches qui ont été faites
sur les mammifères, pour essayer de faire la même chose avec des mammifères, et c'était très difficile à mettre en place. Ça marchait, mais avec un taux de succès très très faible. Ça marchait une fois sur 300, une fois sur 100. Et ensuite, on a réalisé que peut-être que la raison pour laquelle ça ne marchait pas, c'est que la cellule du zygote, elle est très particulière du point de vue de son contexte cytoplasmique, parce que c'est une cellule qui, dès le moment où il y a la fécondation, commence à se diviser très 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 rapidement. Et pendant cette division, il n'y a pas de transcription, les protéines sont synthétisées à partir de l'ARN qui est là, et il faut quelques divisions cellulaires avant de remettre en place tout le fonctionnement normal d'une cellule. Et donc, l'idée qu'ont eu les biologistes pour répondre à ça, c'est que peut-être que plutôt que d'injecter le noyau d'une cellule somatique dans un zygote, on pouvait les injecter dans un oocyte. Pourquoi ? Parce qu'un ovocyte, en fait, c'est une cellule qui est en pleine reprogrammation. Parce que l'oocyte, c'est une cellule qui est très différenciée, mais qui va donner naissance à une cellule totipotente, dès le moment où il y aura la fécondation. Et donc, ils ont pensé, et à juste titre, que le cytoplasme de l'oocyte contenait des facteurs qui permettaient de reprogrammer l'ensemble des chromosomes. Et donc, ils ont fait cette expérience. Alors, le problème, c'est que si dans un oocyte, on met le noyau d'une cellule somatique, il n'y a pas eu de fécondation. Mais si on a enlevé le noyau de l'oocyte qui était haploïde et qu'on a mis un noyau diplomide, il y a tout ce qu'il faut en principe pour, du point de vue génétique. Et puis on stimule le démarrage de la différenciation, on simule la fertilisation, la fécondation, on simule la fécondation en mettant une petite aiguille sur la surface de l'oocyte. Donc l'oocyte croit qu'il y a un spermatozoïde qui est venu lui dire bonjour, et hop, il commence les divisions cellulaires, et là ça marche. Et donc on a réussi de cette façon-là à faire Dolly. Donc vous connaissez tous le nom. Dolly, la première brebis qui était un clone et qui a été donc synthétisée, qui a été générée à partir d'une cellule somatique d'une brebis. On a fait une autre brebis qui avait exactement le même génome, à quelques petites différences près. Et notamment le fait que les télomères, c'est-à-dire les extrémités des chromosomes, étaient un peu plus courtes. Et Dolly a eu un vieillissement prématuré. Et donc on a pensé que c'était à cause de ce raccourcissement des télomères, et on a associé le raccourcissement des télomères au vieillissement. En fait, on constate que ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'on a ensuite fait des vaches, des clones de vaches par exemple, et ces clones-là, au contraire, on a des télomères un peu plus longs. Donc les choses sont jamais très simples en biologie. Mais en tout cas, donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même les conséquences assez importantes, au-delà de l'intérêt éventuellement économique que les gens escomptaient à cette époque-là, du clonage des brebis, des vaches, etc., et sur lequel on est un peu revenu aussi. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ça voulait dire que, à l'époque où Gurdon a fait ses expériences, qu'une cellule intestinale avait encore tout ce qu'il faut pour faire un organisme entier chez le xénope. Et ensuite, on a fait ça chez les mammifères, et avec différents types de cellules différenciées. On a vu que quasiment toutes les cellules différenciées du corps, les cellules somatiques différenciées, on pouvait les reprogrammer par le biais de ces expériences-là. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que les cellules ont la possibilité de revenir en arrière dans ce paysage épigénétique de Waddington. C'est ça que je montre avec cette grande flèche rouge. C'est que par ces manipulations, qui sont quand même, c'est une expérimentation assez pointue, eh bien on peut vraiment revenir en arrière. Alors, ensuite, là je vous montre le même schéma. Vous voyez, le schéma ne bouge pas, mais c'est avec une expérience tout à fait différente, avec la biologie moléculaire. C'est dans les années 2000, en 2007, qu'il y a un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka, qui a essayé de faire le même effet, c'est-à-dire de reprogrammer des cellules, mais au lieu de extraire le noyau et de plonger ce noyau dans un contexte d'un oocyte, il a injecté dans le noyau des facteurs transcriptionnels. Alors pourquoi il fait ça ? Eh bien parce qu'on savait que les cellules souches embryonnaires, qui ont cette capacité d'une part de proliférer et d'autre part la capacité de donner n'importe quel type de tissu cellulaire, les cellules souches embryonnaires, il y a certains facteurs transcriptionnels qui s'expriment dans les cellules souches embryonnaires et qui ne s'expriment plus après. Et il y avait 24 facteurs qu'on connaissait, qui étaient spécifiques des cellules souches embryonnaires. Et donc Yamanaka, il a testé un tas de combinaisons de facteurs pour voir quel était le cocktail minimal qui permettrait de reprogrammer une cellule. C'était un gros pari, c'était très simple comme approche en fait, et donc simple du point de vue conceptuel, et personne n'aurait osé parier gros sur le fait qu'il suffise de mettre quelques facteurs dans une cellule pour la reprogrammer. Et en fait il a réussi, il a montré qu'avec 4 facteurs, donc on a les noms ici, OCT4, SOX2, CLEF4 et MYC, en injectant ces 4 facteurs-là dans une cellule qui était déjà différenciée, donc comme la cellule bleue qui est là en bas,
en fait, on arrive à la reprogrammer, on efface complètement son identité cellulaire, et à partir de cette cellule-là, on peut faire un clone, un vrai clone. Donc on en fait une cellule pluripotente, c'est-à-dire que la cellule qui a été reprogrammée simplement en exprimant 4 facteurs transcriptionnels, cette cellule-là a la capacité de faire tous les tissus embryonnaires. Et donc évidemment, ça ouvre des perspectives très intéressantes parce que ça veut dire qu'on peut faire des cultures cellulaires à partir de vos propres cellules somatiques. Et à partir d'une cellule de muscle ou de peau ou d'intestin, on peut régénérer des cellules neurales, des cellules musculaires, des cellules de cœur. Et donc ça permet d'envisager des greffes chez un individu sur base de cellules qui ont exactement son propre génome et par ailleurs sans passer par des cellules souches embryonnaires, parce que c'était une des motivations de Yamanaka. Il avait été très frappé par l'observation microscopique de fœtus, d'embryons. Et il se disait que ça le tracassait d'avoir passé toute sa thèse à travailler sur des cellules souches embryonnaires. Et donc il a voulu trouver d'autres méthodes qui permettraient de faire des tissus sans utiliser des cellules souches embryonnaires. Et donc, en le faisant, il a fait une découverte assez fondamentale. Et en 2012, il a donc eu, Gurdon et Yamanaka ont partagé un prix Nobel pour leur découverte de la reprogrammation cellulaire. Alors c'est intéressant parce que Gurdon avait fait sa découverte en 1962, donc il a été primé 50 ans plus tard. Et Yamanaka, il a commencé ses recherches une dizaine d'années plus tôt. En 10 ans, il a eu le prix Nobel. Et par des méthodes complètement différentes, mais ils ont apporté tous les deux un éclairage extrêmement complémentaire sur la reprogrammation. L'un en faisant les premières expériences de transfert de noyaux qui ont montré que les noyaux des cellules différenciées avaient la possibilité de recréer des cellules, enfin, étaient totipotentes, même des cellules totipotentes. Et Yamanaka en montrant qu'on pouvait faire des cellules souches pluripotentes induites. On va appeler IPS, Induced Pluripotent Stem Cell. Et cette induction, le 4 qui est là, c'est un seuil minimal? Non. Alors, oui, mais la vie n'est jamais aussi belle. C'est vrai que chaque fois que je dis quelque chose, je dois dire oui, mais. Et donc, oui, mais, ce qu'on a constaté, c'est que les clones issus de ces cellules programmées avaient une tendance à développer des cancers. Et notamment parce qu'une des choses que ces 4 facteurs font, c'est de réinduire la capacité autoproliférative. Et ce qui a été fait ultérieurement, c'est de remplacer le facteur MYC, dont on sait que c'est un oncogène, enfin c'est un facteur qui est facilement impliqué dans le déclenchement des cancers, de le remplacer par un autre facteur transcriptionnel, je ne sais plus lequel. Et là, on a montré qu'on avait quelque chose qui permettait aussi de le faire, mais avec moins d'effets indésirables. Donc c'est pas forcé que ce soit la seule combinaison qui le permette. Il est possible que d'autres combinaisons le permettent aussi, mais en tout cas les 3 là, je crois que OCT, SOX2 et CLEF4, si on en enlève un, on n'arrive pas à reprogrammer. Alors OCT4 et SOX2, ils forment un complexe, et donc ils se lient l'un à l'autre et ils reconnaissent à deux des séquences d'ADN tout à fait particulières. Et donc si on enlève l'un ou l'autre, en fait c'est les deux qui sont perturbés. CLEF4 reconnaît un motif tout à fait différent, mais qu'on trouve dans les mêmes régions. Et donc il y a une co-occurrence des sites de CLEF4 et de SOX2 et OCT. Alors ce qu'on a fait ultérieurement encore, c'est même quelque chose qui a l'air soit plus impressionnant, soit moins impressionnant selon l'angle où on le regarde, mais c'est qu'on peut aussi, on a montré ultérieurement qu'on pouvait aussi reprogrammer des cellules sans les déprogrammer complètement, c'est-à-dire sans revenir à une cellule complètement indifférenciée. C'est-à-dire que dans certains cas, si on force un facteur transcriptionnel à s'exprimer dans une cellule d'un certain type, on peut la convertir en une cellule d'un autre type. Mais on ne peut pas faire ça dans tous les sens, ça ne marche que pour certaines conversions particulières de cellules. Donc toutes ces expériences montrent quand même que même si effectivement la méthylation de l'ADN et les modifications d'histones sont importantes, et ça on le sait parce qu'on voit qu'il y a des phénotypes quand c'est perturbé, sont importantes pour maintenir la mémoire cellulaire, pour avoir une bonne persistance du développement de l'embryon, un bon développement de l'embryon jusqu'au terme de l'embryogenèse. Donc on sait que ces facteurs sont cruciaux, néanmoins il est clair que les facteurs transcriptionnels sont capables de bouleverser tout ça, d'effacer plus ou moins tout ce qui est, toutes les marques épigénétiques et de remettre en place un programme de développement complet. Alors en fait, cette reprogrammation dont je vous ai parlé, c'est 2 méthodes empiriques, expérimentales pour faire de façon artificielle une reprogrammation. On part d'une cellule différenciée et puis soit on la met à l'intérieur d'un ovocyte, soit on force des facteurs transcriptionnels à s'exprimer. Mais
Dans les animaux et dans les mammifères, dans la vraie vie, il y a aussi une reprogrammation. Et elle est incontournable, cette reprogrammation, parce qu'en fait, un spermatozoïde, c'est une cellule qui est extrêmement différenciée. Et un ovule aussi, c'est une cellule qui est extrêmement différenciée, qui a une forme particulière, qui a une organisation particulière, qui a un contenu particulier cytoplasmique. Et donc, ces cellules sont extrêmement différenciées. Et au moment de la fécondation, les deux noyaux se mélangent. Et puis, on doit, à partir de deux cellules qui sont chacune extrêmement différenciées et extrêmement différentes l'une de l'autre, former une cellule totipotente qui va donner tous les tissus. Et donc, de fait, donc, juste après que le zygote soit formé, au tout début de l'embryogénèse, il y a une reprogrammation, il y a un effacement de plus ou moins toutes les marques de méthylation de l'ADN. Et donc ça c'est au début de l'embryogénèse. Et puis il y a un autre moment où il y a un effacement de toutes les marques, c'est au moment de la gamétogénèse. Donc il y a deux endroits au cours du développement, pendant la formation des gamètes d'une part, et puis juste après la formation du zygote, tout début de l'embryogénèse, où on efface toutes les marques épigénétiques. Et oui, et donc voilà qui est curieux, puisque les articles que je vous ai montrés tout au début du cours, ils montraient tous qu'on avait une transmission transgénérationnelle de modification épigénétique. Et donc ça pose quand même un gros problème, puisque on se dit, tiens, comment peut-on expliquer qu'il y a une transmission transgénérationnelle des modifications épigénétiques, alors que par ailleurs, dans d'autres articles de la même communauté, on dit, on le mesure, on le montre, que les marques sont effacées pendant deux phases. Pendant la gamétogénèse, on constate, ici vous avez un schéma qui montre le développement embryonnaire, et vous voyez que la hauteur ici représente le niveau moyen de méthylation de l'ADN dans les cellules, et en fait on voit qu'à deux phases pendant le développement, il y a une baisse brutale de cette méthylation. C'est d'une part juste après la fertilisation dans le zygote, comme je vous l'ai dit, et puis après ces marques sont remises en place au moment de l'embryogénèse, et là, selon les tissus, on va avoir des régions différentes qui vont être méthylées ou qui vont avoir de l'ADN, des histones modifiés. Et puis, au moment où on a l'embryon qui se forme, il y a cette séparation entre les cellules somatiques qui vont donner l'embryon et les cellules germinales qui vont donner donc les gonades, soit des spermatozoïdes, soit des ovules. Et là aussi, dans la lignée germinale, il y a un effacement complet de toutes les marques. Ici, c'est le schéma un peu plus complet. Donc, j'ai repris le schéma que je vous avais montré tout à l'heure, où il y avait la séparation entre le germène et le soma. Donc, ici, vous avez les cellules germinales qui sont mises de côté très très tôt. Puis, au moment où l'embryon se forme, ces cellules vont migrer et elles vont occuper la position où vont se former les organes sexuels. Et puis, ça va donner effectivement une division. Soit chez les mâles, ça va donner des spermatozoïdes, soit chez les femelles, des ovules. Mais ce qui est marqué en jaune ici, et je vais vraiment vous épargner le détail de tout ça, c'est tous les événements de reprogrammation qui ont lieu pendant le développement d'un organisme. Et donc il y a beaucoup plus de choses que ce que je vous dis, mais je ne peux pas entrer dans tous les détails. Mais donc on a quelque chose qui est très dynamique en fait avec ces marques. C'est-à-dire qu'elles vont être reprogrammées à deux stades, mais il y a aussi des choses plus subtiles avec une reprogrammation partielle, etc. Et il y a une chose sur laquelle j'attire aussi votre attention, c'est que ce spermatozoïde, comme vous le savez, enfin oui j'imagine que vous savez tous que les spermatozoïdes sont tout petits, ils sont beaucoup plus petits qu'un ovule. Et en fait donc c'est vraiment un défi de faire entrer tous les chromosomes dans un spermatozoïde. Et il existe une protéine spéciale qui ne s'exprime que dans le spermatozoïde, qui s'appelle la protamine. Et au moment de la formation du spermatozoïde, toutes les histones sont éliminées, enfin elles sont écartées de l'ADN, et elles sont remplacées par cette protamine. Donc sur la figure de droite ici, vous voyez la chromatine qui est spécifique des spermatozoïdes. C'est une chromatine où l'ADN, au lieu d'être enroulé autour d'histones, il est vraiment compacté, de façon extrêmement compacte, avec cette protamine. Et donc là, dans les spermatozoïdes, il y a une élimination complète de tous les histones. Dans la voie femelle, c'est moins clair. En fait, il y a une élimination passive, c'est-à-dire qu'au fil des divisions, il va y avoir des histones qui vont se séparer et il n'y aura pas de reméthylation, réacétylation de ces histones, et donc on va perdre le signal aussi. Donc, on a vraiment une perte des signaux épigénétiques pendant les tout débuts du développement embryonnaire. Donc là, on a une difficulté quand même. Alors voilà la grande question, existe-t-il une transmission transgénérationnelle des modifications épigénétiques? Et je vais montrer l'exemple incontournable. Ah oui, je vais quand même vous rappeler qu'on l'a invoqué, comme je vous l'ai dit, dans des tas de circonstances, et notamment on a dit qu'il y avait une transmission transgénérationnelle de stress métabolique, carence alimentaire, obésité,
de perturbateurs endocriniens, du tabac, l'alcool, les drogues, traumatisme psychologique, etc. Donc vous avez entendu parler de toutes ces choses-là, j'imagine, ou en tout cas de certaines d'entre elles, parce qu'elles ont été extrêmement médiatisées. Donc on a invoqué les mécanismes épigénétiques, mais donc comme je viens de vous l'expliquer, la question n'est pas du tout évidente. Est-ce que d'une part il y a une transmission transgénérationnelle ou bien un effet in utero sur la descendance? Si on soumet une mère gestante qui porte un fœtus, par exemple un stress avec des perturbateurs endocriniens, en fait il n'y a pas que la mère qui est affectée. Les perturbateurs peuvent arriver dans le fœtus. Idem pour les stress alimentaires. Alors, même les traumatismes psychologiques, en fait, on sait que les traumatismes psychologiques, ils ont pour effet aussi de modifier les hormones. Et que les facteurs de stress peuvent passer et être transmis à l'embryon. On a des expériences qui montrent tout ça. Et donc ça, c'est une des premières questions qu'on va poser chaque fois que quelqu'un affirme qu'il y a une transmission transgénérationnelle de caractère épigénétique, c'est est-ce qu'il s'agit d'un effet qui est réellement par les gamètes, ou bien est-ce que l'individu de la seconde génération a lui-même été exposé au stress? Donc ça, c'est la première question qu'on va poser. Ensuite, dans certains cas, quand on va parler de stress de comportement, traumatisme psychologique, si les traumatismes psychologiques se transmettent de génération en génération, chez l'humain notamment, mais même chez d'autres mammifères, la souris, comment séparer une transmission culturelle? Parce qu'évidemment, si on a des parents stressés, on peut soi-même avoir une tendance à devenir stressé, et étant stressé, à stresser ses propres enfants. Donc comment séparer la possibilité d'une transmission qu'on va qualifier de culturelle d'une transmission biologique? Donc ça, c'est une des toutes grosses questions. On l'avait déjà abordé, évidemment, quand on parlait de la génétique du comportement. Et puis, en fait, le mécanisme qu'on connaît bien maintenant, avec cet effacement, cette reprogrammation, ça pose quand même un sérieux problème par rapport à une explication moléculaire de la façon dont on pourrait transmettre aux générations suivantes les résultats de tous ces stress-là. Oui? Il y a une question? Pourquoi faire sur un mammifère? Parce qu'on ressemble les mammifères. Il n'y a pas que les mammifères. Les mêmes questions se posent chez les plantes, chez les dématodes, chez les drosophiles, etc. Alors évidemment, le fait de la poser pour les mammifères, ça nous concerne nous-mêmes. Et par rapport à tous ces stress-là, pourquoi se poser la question pour les mammifères? Parce que maintenant, comme il y a eu énormément de publications les 10 dernières années sur ce sujet-là, le message qui passe chez les gens, c'est « bon sang, mais tout ce que je fais, si je bois de l'alcool, si je prends des drogues, si j'ai un stress au boulot, un stress psychologique, etc., tout ça, ça va affecter biologiquement mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. » Et donc on commence on peut se retrouver dans une situation assez angoissante en fait. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement il faut faire, alors de toute façon, que ce soit le cas ou que ne soit pas le cas, il vaut mieux bien manger, ne pas être stressé, ne pas manger de perturbateurs endocriniens, ne pas être soumis à des radiations. La vie est généralement meilleure pour l'individu. Donc il n'y a aucune raison de se dire je peux y aller parce que de toute façon ça ne se passera pas à mes enfants. Mais disons qu'il y a une angoisse en plus si on se dit que non seulement on va être soi-même perturbé par ces stress, mais qu'en plus ça va se transmettre aux générations futures. Alors comme je vous avertissais, je vous l'ai déjà dit mais je vais vous avertir, tout ce que je vais dire à partir de maintenant c'est des sujets avec énormément de controverses. Où il y a des expériences qui ont été publiées, il y a des contre-expériences qui ont été publiées, il y a des gens qui sont sceptiques, il y en a d'autres qui sont extrêmement enthousiastes et qui oublient un petit peu trop leur scepticisme scientifique, qui fait partie quand même de la méthodologie scientifique de base, c'est d'avoir un scepticisme méthodologique et puis de ne se laisser convaincre que si on a des preuves suffisantes. Et donc c'est controversé. Ce que ça veut dire, c'est que moi je vais forcément vous donner un point de vue qui est basé sur des articles. J'ai fait un effort de lire la littérature, de collecter les informations. Je vais vous donner un point de vue, mais d'autres chercheurs vous feront une conférence sur le même thème en vous donnant un autre point de vue. Et que aussi c'est des recherches très récentes, avec des découvertes que je vais vous montrer qui ont été faites l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 5 ans, et que c'est un sujet qui est extrêmement actif actuellement dans la recherche, et donc où des nouvelles découvertes vont venir qui vont jeter un nouvel éclairage sur ce qui aujourd'hui est encore mystérieux. Et donc ce que je dis maintenant, c'est une sorte d'état des lieux très synthétique de quelques-unes des questions, mais ça peut changer. Il ne serait pas étonnant que dans 10 ans, on puisse me reprendre sur certaines des choses que j'ai dites en disant « Ah ben voilà, vous disiez ceci, mais on a montré cela. » Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par environnement? En général, quand on entend environnement, on peut parler de différents types d'environnement. Et dans cette
article, comme vous le voyez, comme je vous disais, c'était controversial. Donc il y a un chercheur qui a écrit un article dans Nature Communication, qui est une très grosse revue, et le titre c'est « Une vue critique de l'héritance épigénétique de l'hérédité épigénétique transgénérationnelle chez les humains ». Donc là, il fait un article de 3 pages où il dit, en fait, on nous vend ça depuis 10 ans, mais il n'y a rien qui tient. Donc vous pouvez lire l'article, hein, il est disponible, c'est un article très intéressant, critique. Et là, notamment, une des choses qu'ils mettent en avant, et que beaucoup mettent en avant, c'est qu'il y a eu une confusion, comme je l'ai dit au premier cours, entre la transmission biologique des résultats de perturbation, et puis le fait que si d'une génération à l'autre, on est soumis au même stress, soit des stress chimiques, biologiques, physiques, soit des stress culturels ou une condition culturelle particulière, il n'y a pas vraiment de miracle à ce qu'il y ait une transmission. Ce n'est pas la biologie qui fait la transmission, c'est que soumis au même stress, on développe les mêmes problèmes. Donc ça a l'air évident, mais ça vaut la peine de le dire. Et la deuxième chose, elle est un tout petit peu plus technique, c'est que pendant une dizaine d'années, on a parlé allègrement de transmission transgénérationnelle, de modification épigénétique. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, si on soumet une souris qui est gestante à un stress, non seulement l'embryon qu'elle porte va aussi peut-être subir la perturbation si ça passe à travers la barrière placentaire, et d'autre part, cet embryon lui-même, si l'embryon est une femelle, un embryon femelle, ça veut dire que les gamètes de cet embryon sont déjà prêts parce que les ovules se développent très tôt dans l'embryogenèse, et donc non seulement la mère va subir, enfin la cellule, la souris adulte gestante va être exposée au stress, mais aussi sa fille et sa petite fille. Et donc ce que ça veut dire, c'est que même si on constate en deuxième génération, donc ici on va appeler F0 la génération qui a subi le traitement, F1 la première génération qui suit, F2 la seconde génération qui suit, même si la souris de seconde génération manifeste un phénotype, c'est peut-être parce qu'elle a elle-même été soumise, quand elle était un gamète dans le fœtus que portait sa grand-mère, au stress, notamment pour les perturbateurs endocriniens. Et donc, si on applique le stress à des souris gestantes, on va considérer qu'il n'y a un effet transgénérationnel qu'à partir de la 3e génération. Et c'est là qu'il n'y a plus beaucoup d'expériences qui tiennent la route. J'ai lu, je ne vous l'ai pas montré ici, mais une expérience où on a soumis des souris à une carence en glucose, où on leur donnait une dose avec seulement 50% de la dose normalement requise en glucose, enfin en carbohydrates. Pendant 50 générations, ils font la carence. Donc c'est une expérience assez monstrueuse du point de vue de la longueur et puis des traitements aussi. Pendant 50 générations, et puis ils disent, ensuite, on arrête la carence, et pendant 2 générations, on constate qu'effectivement, il y a encore, le métabolisme n'est pas restauré. Et donc, disent-ils, il y a une transmission transgénérationnelle. Mais en fait, la 2e génération après ça, elle a été exposée à la carence. Et donc c'est fou, parce qu'ils prennent le temps de faire 50 générations pour imposer une carence de long terme, et puis ils font un article où ils proclament que des facteurs environnementaux prolongés sur plusieurs générations ont un effet transgénérationnel même quand ça s'arrête. Et en fait, d'une part, il n'y avait pas besoin de faire 50 générations avant, peut-être qu'avec 3 ou 4 ou 10 ça aurait suffi, mais surtout ils ne font pas le test final qui est de voir si ça passe la 4e génération. Par contre, si on fonctionne avec des cellules, avec des femelles non gestantes, ou bien avec des mâles, alors on n'a pas le même problème, puisque le mâle, le mâle ne porte pas l'embryon évidemment, et donc là il faut seulement 2 générations, parce que le mâle quand même, si on fait une expérience sur des mâles, leurs propres gamètes sont exposés, et donc c'est seulement à la 2e génération qu'on va considérer qu'on a un effet transgénérationnel. Alors maintenant je vais vous montrer le plus bel exemple, l'exemple incontournable, celui qu'on montre tout le temps. Et donc ça c'est vraiment un exemple extrêmement intéressant aussi, parce qu'on est allé jusqu'à décortiquer les mécanismes moléculaires de ce qu'on a observé. Il s'agit de souris. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, les souris agouties? Non? Oui, alors qui en a déjà entendu parler, juste par curiosité? Souris agouties, toi? Oui, on en parle beaucoup, hein? Oui? Non? Non. Voilà. Et vous avez déjà vu cette photo? Non. Non? Alors voilà, ça c'est un article, une revue de vulgarisation, où on voit 2 souris et il est mis « L'ADN n'est pas notre destinée, la nouvelle science de l'épigénétique ». Alors déjà, j'attire votre attention sur le fait qu'on se libère de l'ADN pour remplacer le déterminisme de l'ADN par le déterminisme
des stress de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, etc. Que ce soit les stress psychologiques, les stress environnementaux, chimiques, le tabac, l'alcool, etc., climatiques. Et donc la bonne nouvelle, je la trouve relativement faible, quoi. Remplacer un déterminisme génétique par un déterminisme épigénétique, je trouve que tout ça est tordu, quoi. Est vraiment biaisé. Il y a une bonne nouvelle qu'on veut faire passer, mais il n'y a pas spécialement une bonne nouvelle si on dit qu'il y a une transmission transgénérationnelle des caractères épigénétiques. Alors par contre, pourquoi ils disent ça, c'est pas aussi idiot que ça, c'est en réponse à une expérience que je vais vous montrer maintenant en quelques diapositives. Donc ces souris-là, agouties, en fait c'est une souche de souris où on a constaté qu'il y avait une variabilité du phénotype. Et vous voyez, ces deux souris, elles n'ont pas vraiment l'air d'être des sœurs. En fait, dans ce cas-là, je crois que c'est une mère et sa fille. Mais ici, vous voyez un autre exemple où vous avez une portée, et dans cette portée, vous avez des souris noires, des souris jaunes, des souris un petit peu intermédiaires. Et en fait, la différence de couleur de pelage, elle est due à un gène qu'on appelle agouti. Et ce gène-là, c'est un gène qui permet d'avoir une pigmentation du poil et qu'on trouve chez pas mal de mammifères. Donc ce gène, normalement, s'exprime dans des cellules qui vont former le poil et ça donne une coloration jaune au poil. Mais et quand il ne s'exprime pas, on a une coloration noire en fait parce que ce gène-là va modifier la mélanine, le pigment noir. Et chez cette souche particulière de souris, on observe que le gène agouti va s'exprimer. Alors non seulement il s'exprime de façon variable entre les individus, mais son expression elle est problématique parce que non seulement ces souris-là sont jaunes, mais on le voit ici, elles sont obèses. Elles sont obèses et elles souffrent de perturbations métaboliques. Et ça c'est parce que chez les variants jaunes, le gène s'exprime dans toutes les cellules, pendant tout le développement de l'organisme. Et donc ça provoque des graves perturbations, y compris des tumeurs. Et ce qui a été montré en 1999, c'est que dans une portée, il y a une variabilité, mais si on prend une souris qui a fortement le phénotype agouti, parmi sa descendance, il y a une plus grosse proportion de souris agouties. Et réciproquement, si on en prend une qui n'a pas du tout le phénotype agouti, on voit ça ici, si on prend une souris femelle, attention, ça marche avec les femelles. Donc les souris brunes, elles auront une proportion plus élevée de souris brunes dans leur descendance, et les souris jaunes, donc qui ont le phénotype agouti, auront une proportion plus élevée de souris jaunes dans leur descendance. Par contre, par la voie paternelle, il n'y a pas d'effet, les proportions sont à peu près les mêmes, que le père soit fortement agouti, pas agouti du tout, du point de vue phénotypique ou intermédiaire. Bon, voilà quelque chose d'assez surprenant. Et en fait, on a compris les mécanismes moléculaires. Le gène agouti que vous voyez sur ce schéma ici, vous avez une barre horizontale qui représente un chromosome, et puis vous avez le gène agouti, qu'on abrévie par la lettre A. Et en fait, ce gène-là a 100, donc ça c'est la région codante de ce gène-là, à 100 kilobases, donc on a une petite barre, là, une petite double barre qui veut dire on coupe le chromosome et puis ce que vous voyez ensuite c'est beaucoup plus loin. Simplement, comme si on voulait le dessiner, il faudrait aller plus loin que la fenêtre. On a coupé et puis on met les deux morceaux l'un à côté de l'autre. Eh bien, à 100 kilobases de là, on a un endroit où il y a un élément transposable, un rétrotransposon. Et ce rétrotransposon, normalement, il est méthylé, ce qui le rend inactif. Mais chez les souris, chez certaines souris, chez cette souche-là de souris, selon les individus, l'inactivation va être plus ou moins efficace. Et quand c'est inefficace, quand il est déméthylé, il y a une transcription qui commence et en fait, ça perturbe l'expression, ça force l'expression du gène agouti dans toutes les cellules. Et alors, ce que ça veut dire, effectivement, c'est que, je vous avais dit qu'on a une déméthylation complète de tout l'ADN pendant l'embryogénèse, eh bien c'est pas tout à fait vrai. On a constaté avec ça qu'il y avait des régions qui n'étaient pas déméthylées. Et puis on a commencé à les chercher et on a constaté qu'il y avait des centaines de régions qui n'étaient pas déméthylées, et notamment, très souvent, les régions qui résistent à la reprogrammation sont des régions justement où il y a des éléments transposables. Et on pense que c'est sans doute nécessaire pour empêcher ces éléments de commencer à transposer, à se déplacer dans le génome et à créer des mutations pendant la gamétogénèse elle-même. Et donc on efface tout, sauf les régions où il y a des éléments transposables. La raison, le mécanisme par lequel la cellule fait le tri entre les régions qu'il faut déméthyler et les régions qu'il ne faut pas déméthyler sont encore inconnues. Mais en tout cas, ici, on l'observe effectivement que selon les individus, on a un niveau de méthylation plus ou moins grand de cette région-là. Et quand la méthylation est faible, on a une expression d'un gène qui ne devrait pas être là. Et donc, agouti s'exprime partout. Et on se retrouve avec ce phénotype.
Et alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que le niveau de méthylation de cette région-là va se transmettre d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que l'efficacité de la déméthylation, enfin l'inefficacité du maintien de cette méthylation dans cette région particulière, des souris qui ont cette région très fortement méthylée vont avoir tendance à avoir une descendance où ce sera très fortement méthylé et réciproquement. Mais néanmoins, vous voyez bien ici, dans ces petits schémas qui sont les schémas de l'article originel de Morgan, ce que vous voyez bien, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ou rien. Et donc, on a effectivement dans ce cas-là une transmission d'un caractère épigénétique. On comprend le mécanisme, mais c'est pas comme si c'était un caractère quantitatif, c'est plutôt qualitatif, c'est plutôt du quantitatif. Et par ailleurs, au bout de 3-4 générations, l'effet se dilue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir d'une souris qui est très fortement agoutie, si on observe au bout de 3-4 générations, ben certains auront un comportement, enfin, vont avoir un pelage noir et après ils se comporteront exactement comme celle-ci. Et puis d'autres auront un pelage agouti et elles se comporteront comme celle-ci. Donc au bout de quelques générations, il n'y a plus de mémoire de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère en fait. On n'a pas une transmission transgénérationnelle au sens propre. Mais néanmoins, on a un mécanisme biologique de transmission d'une marque épigénétique d'une génération à l'autre. Et alors on a commencé à chercher, on a trouvé d'autres gènes qui avaient cette même propriété. Bon, je vais vous passer le détail, mais donc c'est quelque chose qui a l'air un peu d'anecdotique, mais qui montre aussi que, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que si on nourrit par contre des souris qui sont fortement agouties, qui ont une belle obésité, un beau pelage jaune et tout, on les nourrit avec une nourriture riche en donneurs de méthyle, la molécule qui sert à transférer le méthyle dans toutes les réactions de la cellule, qu'on appelle la S-adénosylméthionine, donc qu'on appelle SAM. On nourrit des souris avec une nourriture riche en donneurs de méthyle, en fait leurs enfants n'auront pas le phénotype agouti. Et donc c'est ça que nous disait cet article, la bonne nouvelle, l'ADN n'est pas notre destinée parce qu'en fait on peut d'une certaine manière soigner le phénotype agouti en donnant une alimentation, une diète qui est appropriée, qui va être riche en méthyle et donc qui va empêcher la déméthylation. Ceci dit, cette diète-là, elle va affecter l'ensemble de l'épigénome aussi, donc il faut être un petit peu prudent. Et par ailleurs, ce qu'on a montré, et c'est les mêmes auteurs, ils ont montré d'une part que si on donnait cette diète-là, eh bien on compensait les problèmes agoutis, et ils ont montré aussi que ce n'était pas un effet transgénérationnel, c'est-à-dire que si pendant 3-4 générations, on donne une diète très riche en méthyle, en donneurs de méthyle, on n'aura pas de souris qui ont un phénotype agouti, mais si on arrête, dès la génération suivante, le phénotype agouti il ressort, quoi. On ne cumule pas l'effet des générations précédentes. Je vous le dis parce qu'on va revenir la fois prochaine à la question de la marque. Et je vous parlerai la fois prochaine des perturbateurs endocriniens et du comportement. Je pensais aussi peut-être aborder le cancer, les drosophiles, les nématodes, les plantes, etc. Mais je crois que je vais un petit peu réduire plutôt pour laisser de la place à la discussion. J'ai une petite question sur la. Je comprends pas très bien. Je comprends pas très bien comment la méthodologie. En fait, tu décris des processus comme si tu voyais l'individu, cellule. Et en fait, ce sont des expériences très indirectes. Oui, très indirectes. Alors comment on opère? Qu'est-ce que c'est? C'est une statistique? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on est capable de. Oui. Alors, ça dépend évidemment de quelles expériences, mais dans le cas de la méthylation, ce qu'on peut faire ici, c'est de. Alors maintenant, on a des méthodes qui permettent de caractériser la méthylation à l'échelle de tout le génome, de voir précisément quelles sont les positions dans tout le génome qui sont méthylées, d'ADN qui sont méthylées. Pour les histones, on a aussi des méthodes avec des anticorps qui se lient spécifiquement à une forme acétylée de l'histone ou ne se lie pas si elle n'est pas acétylée. L'échantillon, c'est quand même des milliers ou des millions de cellules. Bien sûr. Oui. Alors là, c'est effectivement une grosse question, c'est qu'on ne peut pas observer une cellule individuelle. Ce qu'on observe, c'est effectivement des échantillons. On arrive à décrire les choses de façon si précise comme si... Au niveau moléculaire, hein. Oui, il y a une partie d'inférence, effectivement. Alors, par rapport à ça, une des thématiques qui sont en train de se développer maintenant, c'est ce qu'on appelle l'analyse au niveau de la cellule isolée, single cell analysis, mais ça on le fait pour le niveau de transcription des gènes. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire maintenant, c'est de isoler une cellule et de séquencer l'ensemble des ARN de cette cellule-là.
Et comme l'ARN, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines, ça permet d'estimer la quantité de chaque gène qui va, au sein d'une cellule elle-même, la quantité de protéines qui va être faite. Mais tout ça est très approximatif pour plein de raisons. Et en fait, justement, quand on fait du séquençage au niveau des cellules, avec une cellule unique, on a une couverture très très faible, ce qui fait qu'en fait on a dans ce cas-là un sous-échantillonnage des gènes. Donc c'est des techniques qui sont en train de se développer et où d'ici quelques années on pourra sans doute le faire de façon assez précise, regarder au niveau de la cellule unique. Pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est regarder au niveau de l'ensemble du génome toutes les marques épigénétiques, qu'il s'agisse de méthylation de l'ADN ou de modification des histones, mais on le fait sur des populations cellulaires. Et quand tu dis qu'on peut voir les méthylations, on ne les voit pas. Non, on ne voit pas les méthylations. On fait du séquençage avec le bisulfite. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode particulière de séquençage qui fait qu'effectivement, si on le voit, on le caractérise en tout cas. Là, quand on fait pour la méthylation de l'ADN, la méthode qu'on utilise maintenant, permet effectivement de lire la séquence de l'ADN et de faire la distinction entre une cytosine méthylée et une cytosine non méthylée. Donc là, on peut le caractériser vraiment au niveau, au nucléotide près, de façon très précise. Oui, mais c'est on ne le voit pas, non, on ne voit pas. Ce qu'on peut voir maintenant avec des méthodes de microscopie, c'est on peut voir une molécule d'ADN avec des méthodes de microscopie avancées, mais on ne peut pas voir les endroits où elle est méthylée, je pense pas. Ce qui est analysé, c'est des résultats chimiques. Oui, c'est ça, c'est chaque fois les résultats d'expériences chimiques. Voilà, c'est ça. Et donc, ces résultats chimiques, ils sont transposés par une figure. Oui, ils seront synthétisés par une figure. Mais quand tu les décris comme étant comme ça, bien enroulés, tout ça... Ah, alors ça c'est autre chose. Ce que je vous montre ici, donc les figures où je vous montre des structures de protéines, ça c'est des cristaux, donc chaque type de figure c'est des techniques différentes, hein. Mais ça c'est des cristaux tridimensionnels qui ont été caractérisés par des méthodes de cristallographie aux rayons X. Alors là aussi on ne voit pas grand chose, je ne sais pas si vous vous souvenez je vous ai montré le premier jour, la première séance, la photo de Rosalind Franklin, hein, avec son pattern de diffraction. Donc elle, ce qu'elle voit en fait, c'est une plaque de radiographie avec des taches noires. Et en fait, ces taches noires proviennent du rebondissement d'un rayon X sur un cristal d'ADN. Et ce rebondissement, comme on a cristallisé l'ADN, ça veut dire qu'on a des milliers de molécules qui sont toutes dans le même alignement. Et donc au moment où les rayons X arrivent, ils rebondissent. Et puis il faut déduire à partir de la position des taches noires quelle était la forme de l'objet qui a fait rebondir ce rayon de cette façon-là. Donc c'est des calculs assez compliqués. C'est tout l'art de la cristallographie des protéines, quoi. Bon, effectivement, toutes les choses dont on parle, comme ça on vous montre des choses extrêmement jolies. On a des programmes informatiques qui permettent de faire tourner des protéines dans l'espace. Et ici, un complexe de 8 protéines avec de l'ADN enroulé autour. On voit bien les queues des histones et tout. Mais tout ça, c'est un résultat très très différent des données brutes à partir desquelles on caractérise les phénomènes. Il y a des grandes questions phénoménologiques, à mon avis, là derrière. Et est-ce qu'on peut, quand tu dis qu'il y a des périodes, tu as dit qu'il y avait des périodes d'effacement, et on s'est rendu compte qu'il y avait des moments, il y avait des lieux où cet effacement ne se produisait pas. Oui. Est-ce que si on intervient par une expérience, ou je ne sais pas, c'est un apprenti sorcier, ou un événement extérieur qui intervient à un moment précis de cet effacement Mais l'apprenti sorcier, ça s'appelle un biologiste et on peut faire ces expériences-là. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est soit travailler avec des mutants où les déacétylases sont non fonctionnelles ou moins fonctionnelles. Et où donc, là, on aura un problème parce qu'on ne va pas déméthyler l'ADN. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Oui, ou bien au contraire, avec les souris agouties, on peut renforcer la concentration de méthyle et là on augmente l'efficacité de la méthylation. C'est une réaction chimique quand même. Pardon ? C'est le rendement d'une réaction chimique. Oui, tout ça c'est le rendement d'une réaction chimique. Ouais.
ça peut être perturbé. Oui, et notamment, c'est ce qu'on utilise, j'en parlerai la fois prochaine, dans le traitement de certains cancers. Certaines des molécules qu'on utilisait depuis longtemps dans le traitement de certains types de cancers particuliers, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des perturbateurs des déacétylases. Et qu'en limitant l'effet des déacétylases, on maintenait l'acétylation sur certaines régions et que donc on empêchait ces régions de s'exprimer. Et donc ça, c'est des thérapies qu'on appelle épigénétiques, dont je parlerai la fois prochaine. Alors c'était indispensable de passer par là, comprendre aussi comment pouvaient fonctionner ces thérapies. Ouais. Oui, ça aussi. Une question par rapport au dernier exemple sur le gène agouti. Comme tu évoques à un moment, c'était quelle était la nécessité de spécifier qu'il y avait la manifestation à 100 kbase de distance. Ah oui. Pourquoi Ouais. c'est important, une valeur, voilà, Oui, bon, en fait, dans le génome de la souris, en gros, il y a un gène tous les 50 kilobases. Et donc, une distance de 100 kilobases, c'est quand même assez éloigné par rapport au genre d'interaction à courte distance dont on parle généralement. Quand je vous ai parlé de la régulation transcriptionnelle, j'ai dit les facteurs transcriptionnels ont la capacité de reconnaître des séquences particulières, elles s'y lient, et puis aux endroits où ces facteurs se lient à l'ADN, en fait, ils vont interagir avec la polymérase de l'ARN et lancer le démarrage d'une transcription. Ça, c'est des interactions qui se passent dans 1 kilobase, 5 kilobases, parfois 10 kilobases, et parfois aussi à 100 kilobases, 1 mégabase, enfin 1 million de bases, parfois, mais c'est plutôt exceptionnel. Et ici, c'était effectivement dans ce cas-là, dans le cas de agouti, on a constaté que l'élément qui perturbait l'expression d'agouti n'était pas à l'intérieur du gène, qu'il était très loin. Ce que ça veut dire aussi, c'est que parfois, quand on va essayer de voir des effets, on dit « Ah, bah tiens, on a un effet parce qu'il n'y a pas de modification de l'ADN. » Les souris qui ont un pelage jaune ont la même séquence sur le gène agouti que les autres, donc ce n'est pas une mutation, ce n'est pas un effet génétique. Oui, sauf que, ici, dans ce cas-là, c'est effectivement un effet épigénétique parce que dans le gène qui est à distance, on n'a pas de différence non plus de la séquence d'ADN, c'est vraiment la méthylation qui va faire la différence. Mais dans certains cas, on peut aussi soupçonner que si on a une différence entre individus dans le niveau d'expression d'un gène, c'est peut-être parce qu'il y a un élément distant qui est muté. Et donc on va interpréter comme des épimutations, ou comme des effets épigénétiques, des effets qui sont purement génétiques, mais qui sont à une grande distance du gène qu'on est en train d'observer. Donc, on n'a pas observé de logique propre, de règles de manifestation ou de non-manifestation à tant de distance pour faire. Non. Il n'y a pas de catégorisation à partir de la distance non. Moins grande, où il n'y a pas de lien, de rapport qui a été. Alors ça dépend des organismes en fait, mais effectivement chez les animaux, chez les plantes, il y a des éléments à distance qui peuvent agir. Chez les bactéries, en général, les éléments de régulation, les sites où se lient les facteurs transcriptionnels, ils sont toujours en amont du gène et à courte distance, entre 0 et 450 paires de bases, très très proches. Et puis il y a un gène, ces éléments de régulation, enfin plus précisément, il y a un promoteur, donc le démarrage d'une transcription, il y a les éléments de régulation, puis après il y a un transcrit qui se forme, qui peut porter une ou plusieurs protéines, et puis après il y a une autre région où il y a quelques éléments de régulation, un promoteur, un transcrit, donc c'est assez simple. Puis chez les mammifères, il y a parfois des éléments de régulation à l'intérieur des gènes, dans des régions qu'on appelle les introns, en aval des gènes, en amont des gènes, 3 gènes plus loin. Et donc là, ça devient très difficile de faire de la génétique parce qu'on a un élément qui va affecter le niveau d'activité d'un gène, mais entre cet élément et le gène lui-même, il y a un autre gène, parfois, et qui lui n'est pas affecté par l'élément de régulation. Quand tu parles de distance, c'est distance le long de la chaîne. Oui, c'est toujours des distances le long de l'ADN. Ce n'est pas les distances en 3 dimensions. Et justement, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est sans doute que l'ADN fait des boucles. Et ça, c'est un domaine très actif de la recherche aujourd'hui, c'est de voir la topologie de l'ADN pendant la vie cellulaire. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus avec des méthodes qui sont aussi indirectes. Quand je dis voir, enfin, il y a une partie microscopie. Voilà. Et notamment les régions très fortement transcrites, même si elles sont sur des chromosomes différents ou dans des parties différentes des chromosomes, elles ont tendance à se regrouper à certains endroits de la cellule dans ce qu'on appelle des usines transcriptionnelles, factories, ils les appellent. Et donc, effectivement, la distance linéaire n'est pas forcément la distance dans la structure tridimensionnelle du noyau.
Voilà, il y a plein de gens qui font maintenant des recherches à échelle génomique aussi pour caractériser toutes les interactions entre toutes les différentes parties des chromosomes. Voilà, s'il n'y a pas de questions, alors la fois prochaine, je vais réduire le contenu, je ne vais pas vous parler de plantes, de drosophiles, etc., mais je vais enfin aborder la question de... alors je vais faire les perturbateurs endocriniens, perturbations métaboliques aussi, la famine de Hollande, et les stress psychologiques, ça vous va? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous voudriez? Ça vous va avec ces trois-là? On va faire ça, et après on va reposer la question de la marque. Merci. Merci.